Aujourd'hui, je vous propose une analyse de quelques-unes des techniques d'influence et de manipulation utilisées par Emmanuel Macron dans son désormais légendaire discours du lundi 16 mars 2020, le discours dans lequel Macron était censé annoncer à la population française que cette dernière allait être confinée, et discours dans lequel il a réussi la performance de ne jamais utiliser le mot confinement alors qu'il y avait quand même 2621 mots dans le texte de cette allocution. Vous voyez que c'est un discours qui a été préparé, réfléchi, qui est structuré d'une certaine manière. Le fait de ne pas prononcer le mot confinement est un choix. Le fait de commencer à utiliser le champ lexical de la guerre à plus de la moitié du discours, puisqu'il faut attendre 1400 mots avant que Emmanuel Macron ne commence à parler de guerre, et alors qu'au début il a dit que jamais la France n'avait pris telle ou telle décision en temps de paix. Donc vous voyez qu'il y a un glissement qui se fait, tout ça, ça montre que le texte est très travaillé. Alors je ne vais pas analyser l'intégralité du texte, ce serait beaucoup trop long. Par contre, j'ai sélectionné 3 extraits en particulier qui sont assez chargés en technique, ou en tout cas qui contiennent des techniques que j'ai particulièrement envie d'analyser avec vous. 2 petites précisions pour commencer avant de rentrer dans le vif du sujet. La première précision, c'est que je ne vais pas m'intéresser à ce qu'on appelle la communication non verbale, donc je ne vais pas parler des inflexions de voix, par exemple, ni de la gestuelle de Macron. Je vais vraiment m'intéresser au texte, au choix des mots, à la structure du discours, et vous allez voir qu'on peut déjà relever beaucoup de choses juste à ce niveau-là, sans aller du côté du non verbal. Et la deuxième précision, c'est que j'ai parfaitement conscience qu'on est sur un sujet qui est inévitablement politique, mais le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire changer d'avis par rapport à votre bulletin de vote ou par rapport à votre abstentionniste, puisque pour ma part, je ne vote plus depuis 2007, et le but de cette vidéo, c'est de vous parler de psychologie, et ça devrait vous intéresser que vous estimiez être à la gauche de Macron ou à sa droite. Ça, c'est vraiment un truc qui vous regarde, et ça ne changera pas votre bulletin de vote. Par contre, ça me permet de faire de la pédagogie sur la psychologie. Maintenant qu'on a pris les précautions d'usage, je vais pouvoir commenter un premier extrait qui est situé plutôt au début du discours de Macron, et qui est le passage où Macron va notamment parler de la tenue des élections municipales. Alors, je vous ai dit que je ne cacherai pas mes points de vue personnels, et par exemple, je trouve que c'est absolument criminel, ou en tout cas incohérent, d'avoir maintenu le premier tour des élections municipales, c'est-à-dire d'avoir envoyer une partie de la population voter dans des lieux confinés, alors que dans le même temps, on expliquait qu'il fallait fermer les terrasses de café. Voilà, ça c'est fait, c'est la petite remarque un petit peu agacée, parce que, si vous voulez, c'est en soi une technique de communication de parler d'une population indisciplinée, alors qu'en fait, le gouvernement lui-même a alterné et multiplié plutôt les incohérences en alternant des positions différentes. Par exemple, lorsque à 4 heures d'intervalle, on nous dit que les écoles ne seront pas fermées et qu'on nous dit en fait que si, elles seront fermées. Bien sûr qu'il y a des Français qui ont été indisciplinés, mais le fait d'utiliser ça comme une espèce de justificatif pour un confinement qui était déjà prévu de toute manière, c'est franchement se moquer des gens. Et vous allez voir que justement, on a une manière intéressante d'aborder la question avec le passage où Macron nous parle des élections. Il fait 2 choses dans ce passage, un passage qui fait à peu près 350 mots, et on va avoir plusieurs choses qui se mélangent. D'une part, Macron va être laudatif au niveau de la tenue des élections. Il va féliciter, il va saluer chaleureusement les gens qui ont permis, dit-il, la tenue des élections. Donc en fait, il va remercier à la fois les personnels administratifs, finalement, et les électeurs. Il va remercier les gens qui ont pris le risque de se déplacer aux élections. Vous allez voir qu'il fait quelque chose d'intéressant là, notamment pour les votants. Il nous dit « Je veux aussi saluer chaleureusement les Françaises et les Français qui, malgré le contexte, se sont rendus aux urnes dans le strict respect des consignes sanitaires, des gestes barrières contre le virus. » Après avoir émis des remarques positives sur la tenue des élections, il va glisser vers les choses qu'il est là pour critiquer, notamment cette fameuse indiscipline des Français. Il va nous dire « Mais dans le même temps, et alors que les hôpitaux sont débordés, je vous la fais courte, vous avez le texte à l'écran de toute manière, il y a des marchés bondés, des restaurants, des bars qui n'ont pas respecté la consigne de fermeture, comme si au fond, la vie n'avait pas changé. À tous ceux qui, adoptant ces comportements, ont bravé les consignes, je veux ce soir très clairement non seulement dire que vous ne vous protégez pas, blablabla, mais que personne n'est invulnérable. » Remarquez que malgré la critique, il est assez diplomate. Et je fais partie des gens qui, vous l'avez vu, critiquent l'incohérence du gouvernement. Donc j'ai pas de raison de défendre Macron sur
le fait qu'il critique les comportements, puisque le gouvernement n'a pas été foutu de donner l'exemple, mais par contre, on peut remarquer qu'il critique ça de façon diplomate. Alors on l'a vu, hein, l'invitation à la guerre, enfin l'appel au champ lexical de la guerre arrive à plus de la moitié du discours. Et ce n'est pas anodin, je l'ai dit, il y a une structure. Une structure qui est basée sur une montée en puissance. Ça veut dire aussi que le degré de critique, lui aussi, va monter en puissance. Et là, on est au début du discours, et Macron parle de gens qui n'ont pas respecté des consignes, il parle de gens qui ont bravé des consignes. Il aurait très bien pu dire, certaines personnes ont enfreint les consignes. Certaines personnes ont violé les directives préfectorales. Il aurait pu employer des mots beaucoup plus forts que simplement dire « ne pas respecter ». Il a choisi aussi de parler de braver les consignes. Et braver les consignes, c'est un truc qui est extrêmement positif. Non pas de braver les consignes parce que ça pose des questions sanitaires, mais le verbe « braver », réfléchissez à l'usage qu'on fait de ce verbe, on va plutôt dire « oui, les fiers soldats ont bravé le froid pour aller se battre sur le front, le sportif a bravé le danger pour grimper l'Everest ». En fait, quand on parle de braver quelque chose, on sous-entend que la personne qui brave est courageuse. C'est un acte de courage. Donc en fait, là, il est en train de dire « vous avez courageusement enfreint les consignes ». Ça peut paraître un petit peu surprenant, puisque son message, c'est de nous dire qu'on va être confiné, mais regardez bien la logique. On parle d'une situation où il y a des gens qui ont fait des stocks de PQ, des stocks d'eau minérale, comme si... Enfin, je veux dire, moi, je vis dans une ville où l'eau du robinet est tout à fait consommable. Elle est potable. Mais il y a plus d'eau dans le supermarché, quoi. Certaines personnes ont vraiment réagi de façon disproportionnée. Donc, on est là face à un discours qui s'adresse en partie à une population de crétins. Il faut garder ça. Je ne défends pas Macron, je ne suis pas macroniste, mais mettez-vous à sa place. Il doit communiquer à une population de 66 millions de personnes, dont une part est déjà partie en couille au niveau du pillage. C'est excessif de ma part. Une partie de la population est partie en sucette en créant elle-même de la pénurie dans les supermarchés. Donc, il va pas commencer en vous disant « cher public, nous vivons dans un état catastrophique ». Pas au début, il va parler de guerre plus tard. Mais là, il en est à essayer de limiter la casse, et c'est pour ça qu'il nous dit « personne n'est invulnérable ». Le mot « invulnérable », il est associé à l'idée d'invulnérabilité, donc à une forme de puissance, une forme de solidité. Il aurait pu nous dire « tout le monde est vulnérable ». C'est le synonyme exact de la phrase « personne n'est invulnérable ». Ça veut dire la même chose. Personne n'est invulnérable, ça veut dire tout le monde peut être touché. Donc tout le monde est vulnérable. Sauf que le message est emballé avec des mots qui n'ont pas la même connotation. Parler d'invulnérabilité, mais pour dire que personne n'est invulnérable, c'est moins anxiogène que de dire tout le monde est vulnérable. Ça fait passer la même information, mais avec le versant positif de la chose. On est sur des techniques de communication qui, finalement, sont très empreintes de programmation neurolinguistique, par exemple. Le fait de choisir une formulation qui est positive, en tout cas qui décrit une situation de la façon la plus positive possible, ou la moins négative possible si vous préférez, c'est quelque chose qui peut influencer légèrement les réactions de certaines personnes. Je le répète, n'oubliez pas qu'on a une partie de la population qui a fait des stocks de papier toilette. Je récapitule un petit peu. Déjà, on a l'effet de contraste, c'est-à-dire qu'on va comparer les comportements qu'on veut critiquer avec des choses qui, elles, sont présentées comme admirables. Je le répète, pour les soignants, c'est effectivement admirable. Mais pour les élections, ce n'est pas admirable, puisque, évidemment, c'était une aberration sanitaire de maintenir ce premier tour des municipales. Mais regardez, on ne fait pas que comparer deux types de comportements. Macron va faire quelque chose en particulier quand il parle des votants. Je salue chaleureusement les Françaises et les Français qui, malgré le contexte, se sont rendus aux urnes dans le strict respect des consignes sanitaires, des gestes barrières contre le virus. Macron aurait pu arrêter sa phrase beaucoup plus tôt. Il aurait pu dire « Je veux ce soir remercier les services de l'État, blablabla. Je veux aussi saluer chaleureusement les Françaises et les Français qui, malgré le contexte, se sont rendus aux urnes. » Point. Il parle des élections municipales, il se félicite de leur tenue, donc il n'avait pas besoin de parler des gestes barrières. Alors bien sûr, on va faire remarquer qu'il fait cette précision pour se défendre contre l'attaque, contre les reproches qu'on va lui faire au sujet du maintien du premier tour. Bon, ce discours est sorti à un moment où Agnès Buzyn n'avait pas fait les déclarations qu'elle a fait récemment et qui sont en train de donner lieu à un des plus grands scandales politiques, en tout cas sur le plan sanitaire, de ces 30 ou 40 dernières années. Toujours est-il que ce que fait Macron là, en fait, c'est de la confusion. Parce que, je le répète, les municipales, c'est quelque chose qui est hautement critiquable dans le contexte sanitaire. Donc, féliciter les gens qui
ont en fait participé aux élections, c'est absurde. C'est absolument absurde parce que il ne fallait pas maintenir ce premier tour. Mais ce qui est intéressant, c'est que en félicitant les Français et les Françaises qui se sont rendus aux urnes, il en profite pour féliciter les gens qui respectent les consignes sanitaires et ces fameux gestes barrières contre le virus. Évidemment, c'est bien de respecter les consignes contre le virus, en tout cas les consignes relatives au fait de se laver les mains, de porter un masque quand on en trouve, de limiter ses interactions, etc. Toujours est-il que, même si c'est pertinent de féliciter les citoyens qui respectent ces gestes-là, en faisant un amalgame entre le fait d'aller voter et le fait d'utiliser ces gestes en question, Macron essaye en fait de rendre encore plus honorable et respectable le fait d'aller voter. C'est pour ça en fait qu'il mélange la mention des gestes barrières et le fait d'aller voter. Comme s'il n'y avait pas des gens qui avaient peut-être été votés avec des normes d'hygiène douteuses, et comme s'il n'y avait pas des abstentionnistes qui, par ailleurs, étaient tout à fait sérieux en matière de lavage de mains et en matière de précaution dans l'espace public. Le deuxième passage que je vais commenter, c'est celui qui fait immédiatement suite au précédent, celui où Macron va enfin annoncer le confinement à sa population, à ses administrés, n'est-ce pas? Et il va le faire à travers une phrase qui mérite le détour, puisqu'il nous dit « C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. » Alors qu'il mentionne le fait d'avoir écouté les experts et le terrain, pourquoi pas, je ne sais pas si c'est vrai, mais toujours est-il que c'est une précision qui peut faire sens. Mais ce qui est intéressant, c'est la partie où il dit « J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements. » Renforcer encore les mesures pour réduire. Il aurait pu dire « J'ai décidé de réduire nos déplacements ». C'était beaucoup plus rapide, ça allait droit au but, mais justement, le but de ce discours, c'est pas d'aller droit au but. Et il y a des gens qui ont reproché à Macron de ne pas employer le terme confinement, se plaignant du fait que du coup, il y avait un nombre de Français indisciplinés qui risquaient de ne pas vraiment comprendre quelle était la situation. En fait, c'est pas très pertinent de faire ce reproche à Macron parce que lui a parlé, mais après lui a parlé notamment le ministre de l'Intérieur qui s'est chargé d'annoncer notamment le montant des amendes. Donc, que Macron ne soit pas très clair, en fait, c'est pas tant une problématique par rapport au fait que les Français vont continuer à aller dans la rue et à faire n'importe quoi. Ils vont vite comprendre que de toute manière, ils vont se faire amender. Le fait est que si Macron est aussi alambiqué, c'est pour préserver sa popularité. Et le fait que Macron soit préoccupé par sa popularité est évident quand on voit le contraste entre la manière dont il emploie la première personne du pluriel, quand il parle de nos déplacements et de nos contacts au strict nécessaire, et qu'il fait ça juste avant de switcher sur ce qu'on appelle de la distanciation, en nous disant « le gouvernement précisera les modalités ». Alors, en français, on n'a pas la même nuance que celle qu'on trouve dans la langue anglaise, par exemple entre le this et le that. Vous prenez le plus célèbre exemple de distanciation, Bill Clinton qui niait les accusations de Monica Lewinsky et qui dit « I did not have sexual relationship with that woman ». Déjà, il aurait pu dire « this woman », ce qui était déjà une distanciation parce qu'il ne donne même pas le nom de Monica Lewinsky. Au lieu de dire « I did not have sexual relationship with Mrs. Lewinsky », il dit « with this woman », il la déshumanise en fait. Mais en disant « that woman », il la met le plus loin possible de lui. Il n'y a pas cette nuance-là en français, donc vous pourriez me dire « ouais, mais dire « le gouvernement », c'est pas de la distanciation parce que, en fait, voilà, c'est un truc qu'on fait tous. On dit « le gouvernement », c'est une formule courante. Alors oui, ça pourrait être considéré comme une formule courante si justement, juste avant, Macron n'avait pas choisi de nous dire qu'il réduisait nos déplacements, comme s'il réduisait aussi les siens. Alors que techniquement, et même si l'Élysée va peut-être essayer de limiter les déplacements du président, après tout, on a appris qu'une collaboratrice de La République En Marche prônait le télétravail depuis déjà plusieurs semaines. Moi, je sais pas, c'est bizarre, alors que le confinement date de 3 jours avant son tweet. Bon, c'est bizarre, je ne sais pas. Vous interpréterez ça comme vous voulez. Mais en fait, ça n'aurait pas été mensonger de dire « j'ai décidé de réduire vos déplacements au strict nécessaire ». Donc là, on est sur le nous, sur nos déplacements, on est une communauté, on est censé être au même stade que Macron, mais soudain, dans la phrase d'après, ce n'est pas notre gouvernement qui précisera les modalités. Et là encore, il pourrait dire notre gouvernement, puisque c'est le gouvernement des Français.
Et donc, Macron est un Français. Donc, c'est son gouvernement aussi à lui en tant qu'administré. Et en plus, c'est son gouvernement parce que c'est un gouvernement qui est composé de gens qui font partie du parti politique qu'il a créé pour gagner les élections et avec lequel il a obtenu une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Et en plus de l'alternance entre ce qu'on va appeler l'identité commune, parce que vous pouvez définir un groupe soit par rapport à un dénominateur commun, soit par rapport à un ennemi extérieur, et c'est ce qu'il fait un petit peu plus tard quand il affirme que nous sommes en guerre. En fait, il définit un ennemi extérieur à la population, bien que ce soit un ennemi qui est dans nos poumons et dans nos voies respiratoires. Mais après avoir alterné le nous et la distanciation avec le gouvernement, comme si lui n'était pas du tout lié de près ou de loin à ce gouvernement, il nous fait une autre technique qui est très intéressante et que je vais appeler « fais-le pour ta mère ». Alors oui, c'est pas un nom qui paraît très académique, mais je fais référence à une tradition qu'on trouve dans l'analyse transactionnelle et qui consiste à donner des petits noms comme ça à ce qu'on appelle les jeux psychologiques. Donc il y a par exemple le jeu « Donne-moi des coups de pied » ou le jeu de la jambe de bois. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur les jeux psychologiques, à lire le livre d'Eric Berne, Des jeux et des hommes. C'est un livre qui est un petit peu désuet au niveau de la forme, hein, vraiment, l'expression écrite a très mal vieilli, mais le fond est très très intéressant. Et là, qu'est-ce que fait Macron? Pourquoi j'appelle ça le « fais-le pour ta mère ». Écoutons les soignants qui nous disent « si vous voulez nous aider, il faut rester chez vous et limiter les contacts ». Comme dans le cas du « pour réduire nos déplacements », où Macron aurait pu dire « je vais réduire vos déplacements » pour être vraiment dans le truc descendant, dans le truc pyramidal, parce que la société française est une société pyramidale. Donc, très clairement, ce ne serait pas mentir que de dire « je réduis vos déplacements ». Il aurait très bien pu dire « vous devez rester chez vous ». Après avoir consulté les experts, voilà, je vous le dis, restez chez vous. Il n'y a pas besoin de passer par les soignants. Et vous notez d'ailleurs que dans la sphère politique, on va tantôt parler du personnel hospitalier, ou parler des professionnels de santé, ou parler des soignants. Les soignants, ce sont ceux qui soignent. Les personnels de santé, ça veut dire des employés de l'hôpital. C'est pas très très précis. Les soignants, ceux qui sont en train de vous soigner. Et il faut les écouter. Gardez bien à l'esprit que on peut manipuler sans mentir. Et c'est quelque chose de très important qui est souvent mal compris. À partir du moment où l'être humain ment plusieurs fois par jour et souvent par omission, ne serait-ce que parce que c'est une forme de politesse que de ne pas tout dire, en fait, on peut très bien prendre une vérité, réelle ou partielle, et utiliser ça comme un argument, même si la motivation derrière est beaucoup plus complexe. Là, lorsque Macron nous dit « écoutons les soignants », évidemment que les soignants disent qu'il faut rester chez nous, évidemment que les soignants disent qu'il faut des confinements, mais les soignants ils disent aussi qu'il manque de matériel, qu'il manque de moyens, qu'il manque d'effectifs, que le gouvernement n'a pas fait son travail correctement. Mais ça, Macron ne le dit pas. Macron ne dit pas « écoutons les soignants qui disent que je suis incompétent et que je devrais démissionner ». Et donc, il fait comme ce parent qui dirait à son enfant adolescent « ah oui, non mais moi ça me dérange pas du tout que tu fumes de la cigarette, mais ça va vraiment rendre ta mère très triste. Donc arrête de fumer, il le fait pas pour moi, fais-le pour ta maman ». Un peu plus loin dans le discours, quand Macron aura enfin passé la seconde et commencé à utiliser le champ lexical de la guerre, petite remarque au passage, ça ne me choque absolument pas qu'il parle de guerre, voilà, il y a beaucoup de commentateurs qui ont critiqué ce choix, mais pour des raisons personnelles, qui ne sont pas liées à la situation sanitaire du pays, je ne suis absolument pas choqué par ce genre de métaphore, parce que j'estime que la vie est un combat. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, j'avais envoyé aux abonnés de ma newsletter un mail dont le titre était « Souviens-toi de guerroyer ». Donc j'ai pas de problème avec la métaphore guerrière, martiale ou militaire, mais un peu plus loin, je ferme la parenthèse, un peu plus loin dans le discours de Macron, il nous dit donc au sujet des soignants, après le passage où il nous parle des enfants de la nation quand même, ce qui est pas anodin. Je parlais d'identité commune un petit peu plus tôt, là on est dans une forme de tribalisme, on essaye de nous ramener au tribalisme le plus primaire, nous serions les enfants de la nation, qui serait donc comme une espèce de mère supérieure, attention, double niveau de compréhension, une mère supérieure ou une espèce de Pachamama, voilà, une mère archétypale. Je vous ai dit qu'il disait « fais-le pour ta mère » au sujet des soignants. Bon, là, il nous parle encore d'une maman symbolique, qui serait la nation nourricière. On est sur un langage très très nationaliste. Ça ne me dérange pas, hein, mais c'est assez drôle qu'il ait besoin de recourir à ce genre de truc qu'on n'a pas entendu sans doute depuis la Deuxième Guerre mondiale, je pense. Hein. Il nous dit toujours au sujet des soignants, ils ont des droits sur nous. Mais qui est ce nous? Peut-être qu'il parle du gouvernement quand il dit nous, mais on ne sait pas. C'est tout le problème, parce que
il a utilisé le nous pour se rapprocher de l'audience, des auditeurs qui allaient écouter ou regarder son allocution. Pour conclure, on va s'intéresser à un troisième passage du discours qui est situé vers la fin de l'allocution présidentielle. C'est le passage où Macron parle notamment des sapeurs-pompiers, mais pas que, et on va voir comment ce passage s'articule avec la conclusion du discours. Macron nous dit « Plus nous agirons en citoyens, plus nous ferons preuve de la même force d'âme, de la même abnégation patriote. » C'est pas rien, hein. La même abnégation patriote que démontrent aujourd'hui nos personnels soignants, nos sapeurs-pompiers, l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, plus vite nous sortirons de cette vie au ralenti. Nous y arriverons. Là, Macron repasse sur le mode laudatif, comme il l'avait fait déjà pour les élections municipales, et nous parle d'abnégation patriote et de force d'âme. Donc voilà, il a sorti vraiment la brosse à reluire pour les pompiers et les personnels soignants. Alors je rappelle qu'à part quelques tarés qui jettent des briques, des cailloux, voire des frigos sur les sapeurs-pompiers, les Français, en général, respectent profondément la profession de sapeur-pompier. Je parle de la profession en tant que telle et non pas de tel ou tel individu. Il y a par exemple une jeune fille qui a porté plainte contre quasiment toute une brigade de pompiers en expliquant qu'elle avait été victime de viol. Vous trouverez des gens pour dire « bah non, en fait, les pompiers, il y a peut-être des petits problèmes ». Mais grosso modo, c'est une profession extrêmement respectée. C'est peut-être le symbole ultime de la profession de service public qui est justement respectée, citoyenne, qui est altruiste. Et on nous parle de force d'âme et d'abnégation. Donc on nous donne un modèle auquel nous identifier. Macron ne nous dit pas faites preuve de la même abnégation que les caissières de supermarché, qui pourtant travaillent parfois sans masque et sans gants pour faire leur métier et sont potentiellement en contact avec plein de gens contaminés qui se ruent d'assaut dans les magasins pour construire des répliques du château de Versailles en papier de toilette, visiblement. Bon. Toujours est-il qu'il a choisi les sapeurs-pompiers, et c'est difficile de trouver un symbole qui serait encore plus positivement connoté que les sapeurs-pompiers. Il nous les remet dans le combo avec les personnels soignants, et il nous propose donc de les imiter. Il ne nous dit pas qu'on est comme eux. Regardez bien cette nuance. Il nous dit « plus nous agirons comme eux ». Il ne nous dit pas « je sais que vous possédez la même force d'âme que nos sapeurs-pompiers ». Il n'est pas aussi frontal. Mais par contre, quelques lignes plus tard, puisque entre l'extrait que je viens citer et la conclusion du discours, il y a là encore l'équivalent d'un paragraphe qui arrive, Macron nous dit « je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous ». Et là, ce que fait Macron avec cette phrase, c'est un biais d'étiquetage. Et le biais d'étiquetage, c'est justement le fait de coller un adjectif, un qualificatif à quelqu'un qui va le suivre partout. Telle personne est feignante. Et genre, elle est feignante 24 heures sur 24, partout, toute l'année. Elle serait fondamentalement incapable d'effort. Telle personne est courageuse. Elle est courageuse toute l'année, tout le temps. Donc, elle va toujours dépasser sa peur pour faire telle ou telle chose. Alors qu'il y a des gens qui sont effectivement courageux, mais qui un jour vont craquer et vont être dépassés par la peur ou par le stress à un moment donné de leur vie. Mais vous voyez, l'étiquetage, c'est ça. Et en fait, ce biais d'étiquetage, donc j'insiste, on peut s'étiqueter soi-même, mais on peut aussi être étiqueté par quelqu'un, et c'est très utilisé, notamment pour manipuler, alors ça peut être manipuler les enfants, par exemple, dans l'éducation, dans le cadre de la gestion des troupes familiales, mais ça peut aussi se retrouver dans le management. Quand on étiquette les gens avec une étiquette positive, ils ont plus de chances, par exemple, de rendre un billet qu'ils voient tomber de la poche de quelqu'un, ou de porter assistance à quelqu'un qui a un problème dans la rue ou qui demande de l'aide. Là, ce que Macron essaie de faire, c'est de nous étiqueter comme des personnes sur lesquelles on pourrait compter. Il essaie de nous étiqueter comme des gens fiables. Alors que, évidemment, c'est parfaitement hypocrite, puisque au début du discours, il a rappelé qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas respecté les consignes. Toute la masse, 66 millions de Français, évidemment, ça peut pas être une population homogène. Donc, c'est absurde. Sa technique d'étiquetage, du coup, elle passe un peu à la trappe, mais ce qui la sauve peut-être un peu, sur le plan de l'efficacité, c'est que juste avant, il nous a donné non pas une étiquette, mais une étiquette potentielle. Il nous a suggéré qu'on pouvait être aussi respectable que des sapeurs-pompiers. Et ça va permettre d'appuyer l'étiquetage sur autre chose que du vent, parce que sorti comme ça de son chapeau, juste nous dire qu'il sait pouvoir compter sur nous, qui est-ce que ça peut convaincre, qui est-ce que ça peut manipuler, tout simplement, qui va se sentir redevable envers le président de la République parce qu'il l'a dit à la télé qu'il savait qu'il pouvait compter sur nous. Évidemment, ça marche pas. Il essaye de faire quelque chose, mais je suis pas du tout convaincu par l'efficacité de la technique,
Pas tant à cause de la technique en tant que telle, parce que l'étiquetage, on en a mesuré l'efficacité dans des expériences de psychologie sociale. Alors, c'est pas une efficacité absolue. C'est pas 100% des personnes à qui on met une étiquette vont être plus obéissants. C'est une forte partie de la population à qui on donne cette étiquette. Néanmoins, ce n'est pas une technique de communication qui va pallier à ton incompétence. Et là, je dis ton incompétence parce que je ne parle pas exclusivement de Macron, je parle en général. C'est très bien d'étudier la rhétorique, d'étudier la psychologie et notamment les techniques de communication ou d'influence ou de manipulation. Mais encore faut-il avoir un peu de répondant derrière. Sinon, c'est juste un vernis, c'est juste cosmétique et c'est ce qui fait que vous trouvez des gens qui adorent faire des formules très travaillées. Par exemple, les gens qui sur leur site vous disent « Vous êtes libre de télécharger mon PDF gratuit » parce qu'ils ont lu quelque part que le « vous êtes libre de » augmentait l'obéissance des gens. Mais vous êtes libre de télécharger un truc qui vous intéresse pas, bah, ça va pas faire que les gens vont télécharger. Les techniques, notamment dans la manière de s'exprimer, les techniques d'influence et de manipulation, c'est de l'optimisation. Mais pour optimiser quelque chose, il faut avoir déjà quelque chose à optimiser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous avoir donné un supplément de valeur par rapport aux journalistes ou par rapport aux militants politiques qui commentent eux aussi l'actualité mais qui ne sont pas forcément formés en psychologie. Si vous voulez plus de contenu de ce genre, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Il y a un lien qui est dans la description de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.